sur l'environnement. Alors on va parler de deux choses importantes, les problématiques de LTRO qui sont effectivement importantes, qui traduisent à la fois probablement une meilleure santé du système bancaire, mais aussi probablement une phase de transition vers quelque chose qui ressemblera à un rôle plus important de la Banque Centrale Européenne dans la gestion de l'ensemble du système financier. En d'autres termes, la Banque Centrale Européenne, jusqu'à présent, a joué le rôle sur le système financier, de stabilisateur du système financier, mais beaucoup moins le rôle qu'a pu avoir la Fed aux États-Unis ou la Banque d'Angleterre de stabilisation du système financier via la dette publique. Il me semble qu'on va rentrer dans cette logique-là, mais on en parlera tout à l'heure. Et puis on parlera d'une autre thématique qui est celle de la divergence quand même significative entre les perspectives retracées dans les enquêtes en Allemagne et celles retracées dans les enquêtes en France. C'est une situation qui peut être problématique parce que dans l'environnement, c'est une source de fragilisation du pouvoir de négociation de la France dans la construction européenne. Je pense que c'est un aspect important et qui pourrait à terme avoir des incidences sur le spread franco-allemand. Alors on reparlera de tout ça. Le programme est assez chargé parce qu'il y a eu pas mal de statistiques qui ont été publiées. Donc on va démarrer tout de suite. On a eu dans le courant de la semaine dernière, mercredi dernier, des données sur l'activité globale. C'est que j'aime bien ces données qui permettent de visualiser la façon dont l'économie globale évolue. Donc ici vous avez les chiffres à fin novembre de la production industrielle mondiale qui est en violet et du commerce mondial qui est en rouge. Alors ce sont des variations sur un an. Vous voyez qu'on est aux alentours de 3,5% de progression dans l'un et l'autre indicateur. Alors je mets une échelle assez courte ici pour faciliter d'une certaine manière la vision qu'on peut en avoir, mais pour jauger les choses, sur la production industrielle, la norme, si je puis dire, le rythme auquel on était habitué avant la crise, c'était 5%. Donc on voit bien quand on regarde ce graphique que depuis le début de l'année, la fin de l'année 2011, on est généralement plutôt en dessous de cette métrique. Donc ça c'est un aspect important. La production industrielle mondiale depuis un an n'évolue pas très vite, évolue moins vite que ce qu'on avait l'habitude d'observer. Et en rouge, le commerce mondial, qui là est sur un rythme voisin de 3%, et qui auparavant était sur une moyenne de 7%. Donc on voit bien cette problématique qui est loin d'être négligeable, c'est-à-dire que globalement les flux entre zones géographiques sont très faibles aujourd'hui en termes de rythme de progression, d'évolution. Ça veut dire que globalement aucune région ne bénéficie de cet effet d'entraînement. Et généralement, le commerce mondial joue un effet d'entraînement majeur, fort sur l'activité. Aujourd'hui, elle ne le joue pas. Et c'est ça qui est assez problématique, et c'est une des raisons pour lesquelles on peut s'inquiéter de l'environnement tant que ces données ne s'améliorent pas. Et quand on regarde les indicateurs dans les enquêtes, hein, dans les enquêtes qui sont menées par Markit, notamment, il y a des éléments sur les commandes à l'exportation. Quand on regarde la Chine, on est à 50, c'est-à-dire que ça n'accélère pas, ça ne ralentit pas. Aux États-Unis, on est en dessous de 50 dans l'ISM. En Europe, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, on est en dessous de 50. En Grande-Bretagne, on est en dessous de 50. Voilà, donc on ne perçoit pas du côté des entreprises aujourd'hui, dans les enquêtes, le sentiment que cette situation va évoluer très rapidement. Donc ça, c'est un point sur lequel on doit être forcément attentif. Alors, après, on peut regarder un peu plus dans le détail géographique, et pour visualiser les choses, là, j'ai repris la production industrielle mondiale, qui est plus lisible comme ça sur ce type de données
que le commerce mondial, mais le profil est le même aussi. Hein. Mais vous voyez, au milieu, vous avez l'indice de production industrielle mondiale. Alors, on reprend toujours la même situation. Hein. J'ai calculé une tendance en rouge jusqu'au point haut de 2008, hein, à partir de 2002. Hein, on voit bien, ça se colle bien dessus. Il y a la rupture de 2008-2009. J'ai recalculé une tendance sur la reprise, hein, du point bas de 2009 à janvier 2011. Et puis, vous voyez qu'après 2011, on a une rupture à nouveau. C'est-à-dire qu'on a eu une phase de reprise, et puis cette reprise s'est essoufflée, et on le voit bien ici sur cet indicateur. Voilà, ça c'est le premier point. Alors après, la question c'est qui fait quoi dans cet environnement? Et on voit que les pays industrialisés, qui sont ici, ne contribuent pas du tout depuis 2011, depuis début 2011, à l'évolution de la production industrielle mondiale. Ça c'est un point majeur. Ça veut dire que l'activité industrielle des pays développés, c'est-à-dire de l'Europe, des États-Unis, du Japon, en moyenne, quand on prend l'ensemble, ne contribue pas à l'accélération de l'activité globale. Ça, c'est quand même très préoccupant, et on voit bien dans la partie haute que les émergents, tirés essentiellement par l'Asie, ont un rôle tout à fait essentiel. Donc c'est cette dissociation qu'il faut avoir à l'esprit. On sait bien que dans les pays développés, il y a des divergences, il y a des comportements qui ne sont pas les mêmes entre les États-Unis et la zone euro, par exemple. Mais ayons bien en tête que les pays développés, ceux qui étaient le fer de lance de la croissance mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale, n'ont plus ce même rôle aujourd'hui. C'est un vrai changement dans l'équilibre global, dans les impulsions sur l'activité mondiale. Alors vous pourriez me dire, mais est-ce que ce n'était pas le cas ici, précédemment? On a des rythmes qui sont très différents. Non, on conçoit très bien que l'on ait des rythmes qui soient différents, parce que, globalement, dans les pays émergents, on est sur une dynamique de rattrapage, donc on va beaucoup plus vite dans ces phases-là. C'est pas ça qui est gênant. Ce qui est gênant, c'est que là, d'un seul coup, eh bien, ça n'avance plus. Et on le voit d'une manière un peu plus précise encore, quand on regarde les contributions. Qui fait quoi dans l'évolution? Alors on voit, j'ai pris ici la croissance de la production industrielle mondiale. Alors on observe par grande zone, hein, l'Asie qui a une contribution positive, en vert ici, l'Asie hors Japon, les États-Unis qui ont une contribution qui s'effiloche, hein, on le voit bien sur le graphique, on était sur 1% à l'été 2012, on est maintenant à 0,5, un peu plus de 0,5%. Donc une contribution qui ralentit. Et puis on voit bien la problématique des pays développés que j'évoquais précédemment, c'est que le Japon ici en jaune et la zone euro en violet ne contribuent, eux, négativement à la croissance de la production industrielle. Donc là, il y a un vrai souci. Les autres régions, qui sont beaucoup plus petites en taille, ont une contribution très réduite, mais ne bénéficient pas de l'effet d'entraînement qui était celui dont elles bénéficiaient par le passé quand l'activité redémarrait aux États-Unis, en Europe. Et là, il y a une situation où clairement les pays émergents, hors Asie, restent très dépendants de ce qui se passe en Europe, de ce qui se passe aux États-Unis, et aujourd'hui subissent cette croissance très modérée. Les Chinois la subissent aussi, hein, on l'a montré à plusieurs reprises, mais voilà, on a cette configuration. Si on regarde le commerce mondial, eh bien, vous avez ici l'évolution sur un an. En bleu, vous avez l'évolution en moyenne avant crise, hein, 92-2007, plus ou moins un écart-type. Vous voyez que ça fait plus d'un an qu'on est en dessous de cette dynamique. On n'a pas, pour le commerce mondial, de contribution très forte, d'impulsion très forte qui modifierait de façon systématique la trajectoire de l'économie globale. C'est cette problématique-là à laquelle on est confronté aujourd'hui. On peut le tourner dans tous les sens. La question est de savoir comment on résout cette question, comment on fait pour inverser, pour revenir ne serait-ce que dans la zone bleue sur le graphique et faire de telle sorte que le commerce mondial contribue de façon plus explicite à l'activité mondiale. Alors on peut là aussi calculer les contributions. On a quelque chose de plus uniforme, très modéré, hein, on le voit bien. Les États-Unis ont une contribution très faible
l'Asie rebondit de manière significative et c'est ce qui explique la meilleure orientation que l'on constatait tout à l'heure sur les indicateurs en variation annuelle. Mais on constate aussi que le Japon et la zone euro contribuent négativement. Et cette situation va évoluer parce que au Japon, M. Abe souhaite relancer l'activité. Ça n'évoluera pas ou peu en Europe puisque les Européens sont dans des mesures d'austérité et pas du tout de relance de l'activité. Donc l'Europe va continuer de peser sur l'activité mondiale. Et d'ailleurs, le FMI ne s'y est pas trompé puisqu'il indique que la croissance européenne va continuer de se contracter cette année, moins 0,2 ou moins 0,3 de contraction. Nous sommes à moins 0,3 sur l'ensemble de l'année 2013 pour la zone euro, après moins 0,4 en 2012. Donc on reste à une contrainte, l'Europe reste un frein à l'économie globale et c'est préoccupant parce que l'Europe reste le premier marché, généralement le premier client des pays émergents et là, clairement, on est un frein à cette situation. Voilà ce que je voulais évoquer sur ces indicateurs globaux. Alors partons sur un pays que j'aime bien pour des raisons filiales, mais aussi parce que c'est toujours un pays très original. Et là, on rentre dans une situation particulière pour le Royaume-Uni, puisque globalement, vous voyez que l'économie a chuté. C'est toujours un graphique que je présente assez souvent. En violet, vous avez l'évolution du PIB. En rouge, vous avez une tendance que j'ai calculée jusqu'au premier trimestre 2008 et que j'ai prolongée. Et puis, dans la partie basse, eh bien, vous avez la reprise, alors que j'essaie de visualiser de manière un petit peu plus forte avec la tendance verte, que j'ai calculée sur une période très courte. Hein. C'est purement indicatif. Hein. C'est pas, et puis, vous voyez qu'à partir de la mi-2010, eh bien, il y a une divergence entre cette phase de reprise et l'évolution effective du PIB. On a une rechute de l'activité, et puis là, on retombe à nouveau, l'activité retombe à nouveau sur le Royaume-Uni. On est dans ce qui a été appelé le triple dip. On chute 3 fois en 5 ans, c'est beaucoup. Et vous voyez que l'économie progresse très lentement désormais, puisque depuis l'été 2010, il n'y a quasiment pas d'évolution de l'activité au Royaume-Uni. Donc là, il y a un aspect sur lequel il faut être attentif, hein, et on fait juste 0,9 entre le point bas ici et ce point bas ici. C'est très lent comme reprise, et on voit bien la fragilité de la situation britannique. Alors, pour illustrer ce qui pour moi est une explication majeure de ce changement dans la dynamique de l'économie britannique, c'est l'arrivée de David Cameron au 10 Downing Street, puisque quand on regarde le consommateur, quand on regarde l'entreprise, ils n'ont pas envie de dépenser clairement. Le consommateur ne dépense pas beaucoup plus que ce qu'il dépensait en 2009, après la rupture, et l'entreprise n'investit pas beaucoup plus. Alors, on n'a pas le détail là sur le 4e trimestre des chiffres de consommation et d'investissement, c'est pour ça que je ne les ai pas mis, mais dans le même temps, le gouvernement a décidé de durcir sa politique et d'augmenter le poids des ressources à la charge des ménages, pas forcément directement les impôts, mais vous avez des augmentations très importantes sur les coûts des universités, sur le coût de la santé, et ça mine durablement les ménages. J'avais même un article dans le Guardian ce week-end indiquant que dans les logements sociaux, il allait être fait attention aux places perdues, c'est-à-dire que quand vous êtes deux enfants du même sexe de moins de 16 ans, vous devez dormir dans la même chambre, sinon vous payez 28 livres par semaine, je crois, de pénalité. Donc c'est une situation extrêmement bizarre qui ressemble un peu à la taille et à la gabelle, plutôt à la taille sur l'impôt, je crois que c'était celui-là qui était sur les fenêtres. Voilà, on a une situation un peu particulière qui, et l'exemple disait de gens qui allaient être obligés de couper leur chauffage s'ils étaient obligés de payer cette taxe. Bref, une situation très particulière en Grande-Bretagne. Particulière, d'autant plus que quand on regarde, voilà, j'ai pris ce graphique du NIESR, qui est un indicateur, qui est
une entreprise, un think tank anglais, et depuis 1920, on regarde l'évolution de l'activité au Royaume-Uni dans toutes les phases de récession, et vous voyez que la période actuelle est là. Avant même la rupture, enfin ce qu'on a vu sur le quatrième trimestre. Donc on est dans une configuration très particulière, et vous voyez que les années 30, hein, en jaune, c'est là. On est loin d'être dans cette situation, et on n'a pas du tout de reprise, et c'est une vraie problématique sur le Royaume-Uni. Je ne dis pas que les autres sont mieux, hein, mais là on a une illustration du fait que la situation est réellement compliquée au Royaume-Uni aujourd'hui, et que durcir le ton en matière budgétaire est probablement pas la bonne solution. Alors vous pourriez me dire, mais quand on regarde les statistiques anglaises, on a une amélioration de l'emploi. Effectivement, on a une amélioration de l'emploi, puisque, oui, les petites accélérations sur les chiffres jusqu'en novembre, avec du temps plein qui s'améliore et du temps partiel qui ralentit. Donc on a effectivement une configuration qui est meilleure. Simplement, quand on regarde dans le détail, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que, eh bien, si vous regardez le pouvoir d'achat des ménages anglais, eh bien, vous êtes à moins 1%. Si vous prenez la courbe bleue ici, qui est celle du secteur privé, moins 1%, et depuis 2009, le pouvoir d'achat baisse. Alors vous trouvez du job, ouais, mais du job pour survivre, plutôt que de voir votre situation s'améliorer. Alors, Brigitte pose la première question, la marge de manœuvre sur la dépréciation de la devise est-elle un atout pour le Royaume-Uni? Oui, c'est une possibilité. Et d'ailleurs, on a bien vu, je voulais mettre un graphique ici, mais j'ai pas eu le temps, on voit bien quand on regarde le sterling contre l'euro que le sterling a commencé sa folle course vers la dépréciation, et ils vont continuer parce que c'est le seul moyen de le faire. Et ils vont le faire, et l'objectif sera probablement une dépréciation vis-à-vis de l'euro, parce que l'Europe continentale est le premier marché des Anglais, le premier marché à l'export. Donc on va avoir un peu de sport là-dessus. Et je reviens juste sur un point, parce qu'on l'a évoqué la semaine dernière à propos du Japon. Là, on commence à le voir à propos de l'Angleterre. Juste un aspect. On évoquait tout à l'heure le fait que le commerce mondial progressait très lentement. Quand il va vite, tout le monde trouve sa place. Tout le monde, le gâteau grossit, si je puis dire, et donc tout le monde peut en bénéficier. Quand le gâteau grossit très lentement, mais que tout le monde veut en bénéficier, eh bien chacun va y aller de son moyen de gagner en compétitivité, et le change peut y être. Et donc là, on rentre dans une logique probablement extrêmement compliquée, et à laquelle il va falloir être très attentif dans les semaines et les mois qui viennent. La dynamique du commerce mondial va être essentielle pour observer si effectivement on s'en sort ou pas. Là, il y a une vraie problématique qui est posée. Mais globalement, les Anglais, oui, ils trouvent du job, mais il n'y a pas de salaire derrière, il y a juste de quoi survivre, et donc ça ne crée pas une demande intérieure très forte, d'où cette fragilité de l'activité. Alors, il y a des emplois, mais c'est des emplois qui ne sont pas de bonne qualité et qui permettent de survivre, pas forcément beaucoup plus. Et avec, à côté, des coupes dans les dépenses sociales. Hein, je suis un grand lecteur du Guardian que j'aime beaucoup. Vous avez de vraies inquiétudes sur l'évolution du système de santé. Donc là, il y a une vraie question qui est posée. Et on n'imagine même pas la Grande-Bretagne sortant de l'Union européenne, parce que tous les avantages qu'il y a sur l'Union européenne, sur le marché unique européen, sur les transactions qui peuvent se faire sans trop de coûts, les échanges qui peuvent se faire sans trop de coûts, etc. Là, ça changera de nature, et donc le Royaume-Uni serait probablement davantage en difficulté. Donc voilà, c'est une économie qui est extrêmement intéressante, mais où là, probablement, le gouvernement se fourvoie. Passons aux États-Unis, quelques indicateurs très rapidement, parce que le temps tourne. Alors, c'est un indicateur que je découvre, que j'avais évoqué déjà la semaine dernière, mais que je reprends ici. On a eu, vous savez, le Markit publie toute une série d'enquêtes
Jusqu'à une date récente, elle publiait, elle utilisait l'ISM sur le secteur manufacturier. Désormais, elle a un track record suffisant pour publier son propre indicateur. C'est l'indicateur en bleu ici. Et moi, je l'aime bien parce que vous voyez qu'il a une cohérence très marquée avec l'évolution de la production industrielle américaine en variation sur 3 mois. Et ça, c'est quelque chose qui peut être précieux, d'avoir une indication précise sur ce que sera l'évolution de la production industrielle. Et là, ce que nous donne l'indication que nous donne l'enquête, c'est que la production industrielle va continuer de s'accélérer. Alors on est à 0 sur la fin d'année, hein, sur le chiffre jusqu'en décembre, en variation sur 3 mois, mais on devrait avoir une accélération assez significative, ce qui donnera au premier trimestre une coloration probablement un peu plus robuste que ce qui avait été imaginé. Et le profil du PMI, là, n'est pas tout à fait exactement le même que celui de l'ISM, donc c'est en cela qu'il est complémentaire et intéressant. Autre point qu'on a eu hier, l'évolution des commandes de biens d'équipement. Alors, je ne regarde pas les biens durables. Ce qui m'intéresse, sont les biens d'équipement. Et vous voyez qu'à la fin de l'année, il y avait eu une inquiétude très forte, enfin, à l'automne plutôt, il y avait eu une inquiétude très forte avec une chute très significative des commandes de biens d'équipement. On le voit ici, hein, et là, on a un rebond très significatif. Alors, on ne va pas forcément passer de plafond ici, on va juste en discuter après, mais on a une situation qui devrait être plus confortable et qui devrait se traduire par une amélioration, une correction dans le chiffre d'investissement qu'on a eu, le chiffre d'investissement qu'on aura dans les chiffres du PIB jeudi après-midi devrait corriger le repli observé sur le 3e trimestre. Donc ça, c'était quelque chose d'important parce que globalement, le cycle économique est très dépendant de l'investissement. Et si on a des signaux plus favorables sur l'investissement, c'est quelque chose de très positif pour le cycle américain. Donc, on pourrait avoir un premier trimestre un petit peu plus robuste que ce qui était attendu. C'est un point intéressant. Ça va être essentiel parce que vous savez que la semaine dernière, les autorités américaines sont mis d'accord pour reporter les discussions sur le plafond de la dette de 3 ou 4 mois. J'ai une incertitude, mais je crois que c'est 4 mois. Pourquoi c'est important ? Eh bien parce que tout le monde s'inquiétait, tout le monde se disait, il faut qu'on trouve une solution. Et là, on dit, on regardera plus tard. Alors, on voit bien, ça relâche la contrainte, mais dans le même temps, si vous êtes si vous dites, il y a des mesures qui vont être prises sur les dépenses, il y a des mesures qui vont être prises sur la fiscalité, il y a des mesures qui vont être prises sur le plafond de la dette, tous ces éléments sont importants pour mon business à moi quand je suis une entreprise, l'évolution de ma situation si je suis un particulier, et dans cet environnement, on dit finalement, vous resterez dans l'incertitude 3 à 4 mois de plus. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant, et c'est un aspect sur lequel on doit clairement être attentif, et pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle que de repousser les choses dans le temps. Autre élément sur la production, sur les États-Unis, les ventes de maisons. Alors, là j'ai mis l'ensemble des ventes, revente de maisons, c'est-à-dire le gros marché de la revente, et puis les maisons neuves. Ça donne une image plus complète. Et ce qui est intéressant, c'est cette ligne ici, hein, qu'on va marquer. Hop. Ici, on a quelque chose qui est à la hausse. Alors effectivement, le chiffre de décembre était un peu plus bas, mais c'est pas très grave. Et on a là des signaux qui sont cohérents avec ce qu'on a sur le NAHB, c'est-à-dire l'indicateur des constructeurs de maisons, cohérent avec ce qu'on observe sur les mises en chantier, les conditions de financement. Donc voilà, on est dans une situation qui s'améliore. Et juste une remarque, hein, le chiffre qui est là est comparable à celui qu'on avait en 98, juste pour bien montrer que la situation, si les conditions ne se détériorent pas, notamment les conditions financières, eh bien, l'environnement, la dynamique devrait continuer de progresser pour une raison simple, c'est qu'entre 98 et 2012,
la population a augmenté de 13,7% aux États-Unis, et donc vous avez forcément des transactions supplémentaires. Donc on devrait avoir des choses un peu plus favorables. Alors ça ne veut pas dire qu'on va toucher les 8000 et quelques qu'on avait ici, les 8 millions plutôt de transactions qu'on avait ici en taux annuel, mais on va revenir sur des niveaux qui sont plus acceptables et qui redonneront à l'immobilier un poids plus normal dans l'activité. Sur la Chine, deux, trois remarques. L'indicateur à 51,9, voilà, on est dans une phase d'amélioration, pas de rupture à la hausse, et on le voit bien ici quand on regarde les commandes, c'est cet indicateur-là qui est important. On voit bien que le ratio commande sur stock qui est en violet ne progresse pas, on n'a pas de rupture sur les commandes qui seraient susceptibles d'engendrer une accélération brutale de l'activité. Et vous voyez que les commandes à l'exportation que j'évoquais tout à l'heure, qui sont à 50, c'est-à-dire que pas d'accélération, pas de baisse par rapport au mois précédent, mais pas de situation qui crée un décalage, qui crée une trajectoire plus favorable. Voilà, c'est ça qui aujourd'hui est important quand on regarde l'économie chinoise, et globalement, on est en territoire positif, les risques de rupture à la baisse se sont estompés, ça c'est plutôt intéressant et important, mais dans le même temps, on n'a pas d'accélération qui fasse frémir quand on regarde la dynamique des commandes et la dynamique de l'activité. Voilà, c'est ce que je voulais évoquer. Sur le Japon, juste pour illustration, l'inflation qui reste on est à moins 0,10 sur l'inflation, on est à moins 0,6 sur le taux d'inflation sous-jacent, donc rien à dire, et on comprend bien quand on regarde ce graphique sur une longue période, pourquoi Abe, le Premier ministre, fait pression sur la Banque du Japon pour qu'elle change de target. Quand vous êtes dans cette situation, ce qu'on évoquait la semaine dernière, vous n'avez qu'une envie, c'est de dépenser moins. Vous dépensez plus tard parce que vous savez que les prix plus tard seront plus faibles. Donc tout l'objectif de la Banque du Japon est d'inverser cette logique, d'inverser cette situation pour que les Japonais dépensent davantage aujourd'hui et pas demain. Voilà, cette logique-là. L'autre point, et ça c'est le point à mon avis le plus préoccupant sur le Japon, c'est que les exportations stagnent. Vous voyez qu'on avait depuis 1975 un joli profil qui s'était accéléré avec tous les échanges qui s'étaient accentués de façon significative avec la Chine. Et la Chine est dans une phase moins brillante, c'est ce qu'on vient de voir. Le Japon en subit directement les conséquences, vous l'avez su. On peut le voir quand on regarde les contributions à la croissance des exportations japonaises. On voit que la Chine a un rôle de frein aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas sur la période 2003-2007. Et donc le Japon se retrouve coincé, d'où cette idée de déprécier sa monnaie pour essayer de regagner en compétitivité, mais on observe que ça va être compliqué à gérer, et on observe que si effectivement le commerce mondial ne progresse pas très vite, il va falloir que le Japon fasse des choses sur sa monnaie pour effectivement gagner des parts de marché. Alors il a un avantage technologique, c'est sûr, mais ça va être une vraie problématique. Et puis dernier point sur l'Asie, en Corée, vous avez l'évolution du PIB jusqu'au quatrième trimestre, 1,5%, 2% sur l'ensemble de l'année 2012, c'est pas exceptionnel. On n'est pas sur une dynamique très robuste, et si on regarde le détail ici, c'est un détail préoccupant, parce que vous avez ici en bleu et rouge les dépenses gouvernementales et l'investissement. Vous voyez qu'on est sur le troisième trimestre de baisse de l'investissement en Corée, et cette baisse des contributions des dépenses et de l'investissement ne sont pas compensées par les dépenses de consommation. Ça veut dire que la demande interne a une contribution négative de l'ordre de moins 0,7 en taux annualisé, le commerce extérieur qui est en vert, a une contribution là aussi qui est négative, et la seule contribution positive qui génère cette croissance sont les stocks. Pas sûr que ce soit extrêmement vertueux comme situation. Donc en d'autres termes, l'économie coréenne se cherche, n'arrive pas à retrouver une allure, parce que là aussi ils sont contraints par une économie chinoise qui ne joue plus tout à fait le même rôle, et donc il y a un recalibrage de l'économie, et ce dernier trimestre
traduit bien cette inquiétude, cette incertitude sur l'économie coréenne. Alors passons à la zone... Ah non, juste un dernier graphique. Alors c'est sur l'évolution des taux en Inde. Alors ça s'est passé cette nuit. La Banque centrale, la Reserve Bank of India a décidé de baisser son taux. Ce qui est intéressant, c'est un point qu'on avait déjà évoqué sur le Brésil et sur la Corée. La Banque centrale d'Inde dit « je baisse mes taux parce que j'ai un vrai problème de croissance ». Et comme je vois que l'inflation est moins périlleuse et moins un risque aujourd'hui sur l'Inde, eh bien je baisse mes taux et implicitement elle dit si ça continue comme ça, si j'arrive pas à stabiliser l'activité, je vais continuer de baisser mes taux d'intérêt. Donc là il y a un rééquilibrage, un changement d'équilibre plutôt sur la fonction de réaction des banques centrales. On l'avait vu au Brésil, on l'avait vu en Corée, on le voit maintenant en Inde, et c'est un aspect sur lequel on doit être forcément attentif. Sur l'Europe, alors on parlera de la France et de l'Allemagne un peu après, mais juste quelques graphiques sur l'Espagne et l'Italie. On va commencer par l'Italie, parce que je trouve ça dramatique. Vous avez en violet ici l'indicateur de confiance des ménages italiens. On est à 84,6 de mémoire. Je sais pas oui, c'est 84,6. On est au plus bas depuis 1982. Vous voyez le profil, et on ne voit pas spontanément d'amélioration. Alors j'ai mis ce graphique ici, et j'en ai mis un autre qui traduit bien la potion à l'huile de ricin de Mario Monti. Les ménages trouvent que leur situation financière a atteint un niveau insupportable. Alors, vous l'avez ici sur le graphe, et cette rupture traduit très clairement l'arrivée de M. Monti comme Premier ministre et le vrai souci que ça engendre aujourd'hui quand on regarde les Italiens. Et la question qui est posée est de savoir comment cette situation va s'inverser, comment on va faire pour redonner aux Italiens une envie, la perception d'une situation financière qui se stabilise, qui s'améliore. Ça va être très long. Et je ne sais pas, quand on regarde les sondages, Monti ne progresse plus, donc même parfois sur certains sondages tendance à régresser. Donc là, il y a une vraie question, parce que celui qui va arriver comme Premier ministre va se retrouver dans une situation assez compliquée à gérer. On voit bien, là, il y a un environnement qui n'est pas tenable en Italie et qui pose un vrai problème. L'autre aspect que je voulais évoquer, c'est l'Espagne, puisqu'on va avoir le chiffre officiel de PIB cette semaine, de l'équivalent de l'INSEE espagnol, l'INE, mais on a eu la semaine dernière, dans le bulletin trimestriel de la Banque d'Espagne, l'estimation de la Banque d'Espagne. Alors en général, il n'y a pas beaucoup d'écart avec la donnée officielle, et vous voyez que l'économie espagnole s'est enfoncée au dernier trimestre, à moins 0,6 en rythme non annualisé, ça fait moins 2,4%. Donc on a une vraie rupture. On est à moins 1,2 de mémoire. J'ai oublié de prendre le chiffre sur l'ensemble de l'année. On doit être même à un peu plus sur l'ensemble de l'année. Donc une situation qui se dégrade de façon significative. Et quand on regarde le détail, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ah mince, il me manque une partie il me manque le haut. Donc ici, vous avez les 4 trimestres voilà, vous avez 2012, les 4 trimestres de 2011 et les 4 trimestres de 2012. Je suis désolé, j'ai coupé le sifflet du tableau, mais ce qui nous intéresse ici, c'est, donc on est à moins 0,6, donc moins 2,4, moins 3 sur l'année. On observe que la consommation privée s'effondre. La rupture s'accentue. Pareil pour l'investissement. Là, on a des chiffres qui sont extrêmement dégradés. 8,7 de rupture sur l'investissement après 5,5. Et puis, et donc une demande domestique qui s'effondre au dernier trimestre et qui est à quasiment moins 4 sur l'ensemble de l'année. Et les exportations qui ne se redressent pas autant que ça. C'est-à-dire que
on a effectivement, quand on regarde le deuxième, le troisième trimestre, on a des signaux plus positifs sur les exportations, mais on sent bien que c'est compliqué. C'est compliqué parce que les exportations espagnoles vont vers l'Europe et l'Europe va pas très bien. Donc attention à ça. Et puis l'autre problématique qui est posée, c'est que l'ajustement en Espagne se fait par baisse des coûts. On le voit bien quand on regarde les coûts salariaux unitaires. Tout le monde dit chouette, les Espagnols font des efforts, les coûts salariaux unitaires baissent. C'est vrai, mais comme le marché, ça déprime le marché intérieur, et on le voit ici, on en a l'illustration, avec une baisse significative des dépenses de consommation, hein, et un taux de chômage qui ne s'est pas amélioré loin de là. Et donc les entreprises se disent, finalement, le seul endroit où je vais trouver de la marge, c'est sur les exports. Alors ils font des efforts, mais je crains que ça se fasse au détriment des marges et que les marges des entreprises espagnoles se dégradent. Alors ça permet de maintenir l'activité, mais ça ne permet pas forcément spontanément d'améliorer la situation globale de l'économie espagnole, parce que les marges doivent être extrêmement réduites, puisque globalement les Espagnols font comme les Anglais, font comme les Japonais, ils observent le commerce mondial, le commerce européen, et ils y vont, mais comme le commerce européen évolue peu, eh bien ils le font en réduisant leurs marges, très probablement. On n'a pas encore de données là-dessus, mais je pense que c'est la logique, et donc on a une situation compliquée de ce point de vue-là, pour imaginer, que la situation s'améliore de façon fondamentale en Espagne. Alors, on a des choses, ça bouge, mais n'allons pas trop vite sur cette question. Alors, on a eu la semaine dernière toute une série d'enquêtes sur la France et l'Allemagne. Il me semble intéressant de regarder. Alors, premier point, vous avez en rouge, ça c'est l'enquête PMI qui est sortie pour l'ensemble de l'économie. Vous avez en rouge l'évolution de l'indicateur allemand, vous avez en violet l'indicateur zone euro et en bleu l'indicateur français. Et vous voyez que c'est ce qui a fait réagir tout le monde. Les indicateurs allemands et français divergent de façon significative. L'indicateur allemand repasse au-dessus de 50, ça veut dire que voilà, l'activité donne des signaux un peu plus favorables, alors que l'indicateur français se contracte un peu plus et on retrouve les plus bas qu'on avait en septembre dernier. Donc premier point, gardons cet indicateur en tête. Juste un mot quand même sur l'enquête. Globalement, on a des signaux quand même parfois positifs. C'est le cas sur les commandes. Et vous avez ici l'indicateur des commandes à l'export, le ratio commandes sur stock, sur la zone euro. Et vous voyez que on se rapproche progressivement de l'unité. Ça veut dire que compte tenu de la cohérence qu'il y a avec la production industrielle de la zone euro, en variation sur 3 mois, là on a un signal intéressant d'une production industrielle, alors très fortement drivée par l'Allemagne, mais qui devrait probablement se stabiliser pour l'ensemble de la zone euro. Ce n'est pas un mauvais signal. Cependant, en même temps, eh bien, la dynamique de l'emploi continue de se dégrader. Chacun fait attention à ses coûts, chacun fait attention à sa situation. Alors j'ai une question de Sébastien que je n'avais pas vue. Quelles sont les exportations qui repartent à la hausse en Espagne? J'ai pas le détail, je pourrais regarder, mais j'ai pas le détail là spontanément. Donc je regarderai sur ce point pour la semaine prochaine. Donc voilà, on reste quand même sur une dynamique de contraction de l'emploi qui va pénaliser la demande intérieure. Donc on est sur un environnement global un peu compliqué sur la zone euro. Imaginons que voilà, l'environnement global est un petit peu meilleur, est perçu comme un petit peu meilleur, ça drive, ça stabilise les commandes, mais en interne on fait des efforts pour réduire les coûts. C'est probablement ce qu'on observe. Et alors si on regarde plus précisément les Allemands versus les Français, vous avez ici les 3 enquêtes allemandes, l'IFO, le ZOO et l'enquête PMI, que j'ai centré sur la même période, 98-2013, et vous voyez que le ZOO et l'IFO sont très nettement au-dessus de leur moyenne historique, qui est à 0, le PMI y va.
C'est-à-dire que le sentiment est un peu meilleur sur l'Allemagne. Quand on regarde le détail, sur le PMI, c'est le secteur des services qui s'améliore. Là, on a une distribution entre services manufacturiers et secteur manufacturier et secteur des services. Ce sont les services qui s'améliorent très nettement en Allemagne. Dans les autres enquêtes, notamment dans l'IFO, on a plus une dynamique dans le temps entre ma situation courante et ma situation demain. Et clairement, ce qui s'améliore dans l'indicateur allemand, dans l'IFO, c'est ce qui va se passer demain. Il y a un optimisme en Allemagne qui est exceptionnel aujourd'hui et qu'on peut visualiser quand on regarde les secteurs. Vous voyez, on observe sur le secteur manufacturier qui est en violet ici, sur le secteur de la construction des situations d'amélioration. Alors j'ai pris les indices sectoriels, c'est-à-dire la moyenne entre l'indice de situation courante et l'indice d'anticipation. Dans tous les cas, dans le cas du secteur manufacturier, dans celui de la construction, la situation courante est stable. Elle s'améliore très marginalement sur le secteur manufacturier, mais toute l'amélioration, c'est-à-dire que vous pouvez doubler les tailles d'accélération ici, hein, sur le secteur manufacturier et sur la construction, c'est des anticipations. Donc on a ici une évolution très brutale, très forte de la situation. Sur le marché intérieur, c'est-à-dire la distribution et les grossistes, on n'a pas cette amélioration très clairement. Donc voilà, ce premier point. Ce qu'on peut signaler sur la France, c'est qu'on a une situation qui se dégrade. Alors ici j'ai pris les indicateurs de l'INSEE. Vous avez en violet ici l'évolution du cycle des affaires. On est très dégradé. La moyenne historique est à 100. On est très en dessous et on ne rebondit pas. Et on n'a pas de secteur qui rebondit très, très directement. Quand on regarde, on revient sur l'enquête PMI. Ça c'est un graphique que j'aime bien mais qui m'angoisse toujours un peu. Vous avez, ça marche mieux qu'avec la production industrielle. Vous avez le ratio commande sur stock en violet, vous avez le PIB en bleu, et vous voyez que l'indicateur commande sur stock continue de se dégrader, et ça ne donne pas de signaux très sympathiques sur la fin de l'année 2012 et sur le début de l'année 2013. Voilà, c'est ce point-là qui était intéressant. Et dernier point, je termine sur la France, on fera l'interprétation après. On a eu des chiffres de Pôle emploi, et vous avez ici les entrées et les sorties. Vous voyez que les entrées ne bougent pas, hein, c'est ce qu'on voit ici. On est sur une tendance assez stable. Par contre, vous avez, quand on regarde les sorties, vous aviez une tendance plutôt baissière. Et là, on a un chiffre sur le mois de décembre qui est en nette amélioration. Alors, quand on regarde ces données, et c'est ce qui explique le zéro qu'on a eu sur l'évolution à Pôle emploi. On a eu 19 trimestres de repli, d'augmentation des inscriptions à Pôle emploi. Là, on a une stabilité sur le mois de décembre. Et quand on regarde le détail, ce n'est pas les entrées qui ont changé, hein, on le voit ici grossièrement, mais ce sont les sorties dont le profil a changé. Ce ne sont pas les reprises d'emploi qui ont tiré l'ensemble vers le haut, mais les sorties liées soit aux radiations administratives, soit aux radiations liées par non mise à jour du fichier. Donc, deux éléments qui sont accélérés de façon significative au mois de décembre. Alors, la question qui est posée est de savoir si c'est simplement un effet saisonnier ou si c'est un effet plus long. L'effet plus long, ça nous rappellerait tout ce qu'on avait vu par le passé sur le traitement social du chômage, qui fait baisser les chiffres, mais on change le thermomètre sans régler le problème. Donc, on sera attentif à ces questions. Alors, revenons sur ce graphique ici, qui me paraît extrêmement important, sur la divergence. Alors, pourquoi c'est important? Quand on regarde la zone euro aujourd'hui, on a trois éléments qui, à mon sens, sont essentiels. Le premier, c'est le rôle que peut avoir la Banque Centrale Européenne avec, dans la gestion de la politique monétaire et dans son rôle qu'elle va se donner, et dont on parlera tout à l'heure, de prêteur en dernier ressort. Là, elle occupe de la place, clairement. Le deuxième élément sont les institutions qui ont été mises en place sur la zone euro, le traité, le mécanisme européen, l'union bancaire qui est en phase de mise en place.
tous ces éléments sont des éléments stabilisants. Mais il faut une troisième dimension qui est la dimension politique. Et la dimension politique en Europe est incarnée par le couple franco-allemand. Et c'est là la problématique. Quand le couple franco-allemand va bien, et c'est le sentiment qu'on a eu quand on a regardé des images célébrant le 50e anniversaire du traité franco-allemand, même Angela et François se sont fait la bise, ce qui est quand même un changement par rapport à ce que Angela Merkel pensait de François Hollande il y a quelques mois, ne voulant pas le recevoir, etc. Donc il y a un changement, c'est plutôt très positif. Ça, c'est quelque chose de très favorable. Et on voit bien que tant que cette dynamique-là est forte, eh bien, ça a une incidence, à mon sens, sur les marchés, c'est que le spread franco-allemand ne bougera pas. Parce que, globalement, il faut faire de telle sorte que la situation se reste cohérente et que ce couple franco-allemand a un rôle majeur dans l'évolution de la construction européenne. En revanche, si on a des dynamiques d'activité divergentes, eh bien le pouvoir de négociation de la France va diminuer de façon significative. Et c'est là le souci, c'est là la problématique. C'est-à-dire que quelle sera la capacité, si effectivement ces tendances qu'on observe ici se prolongent, pas forcément au même rythme que ce qu'on a vu depuis 3 mois, mais si ces tendances se prolongent, eh bien la dynamique d'activité va être très différente et le couple franco-allemand risque d'être fragilisé de façon significative et la dimension politique européenne sera prise à sa charge par l'Allemagne. Et à ce moment-là, on ne peut pas exclure, si c'est effectivement le cas, que le spread franco-allemand s'élargisse, parce que le spread italo-allemand est très large, et que le couple italo-allemand n'est pas un couple de référence dans la construction européenne, même si Monti a essayé de le faire croire à un moment donné. Et voilà, le risque, il est là. Soyons attentifs à cette question, et compte tenu des inquiétudes qu'on a sur la conjoncture immédiate sur la zone euro, sur la France, ça doit inciter le gouvernement à mettre en place des stratégies plus agressives en matière de retour de la croissance. C'est ce point-là qui va être essentiel. Rappelons que le gouvernement a pris comme objectif 3% de déficit pour rassurer les investisseurs. Si on a une allure de ce type-là sur l'activité, on ne fera jamais 3% de déficit et on ne fera jamais 0,8% de croissance. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver les moyens de faire autrement de la croissance en Europe. Et c'est ça la question qui est posée aujourd'hui sur l'économie française. Comment faire et comment retrouver une allure qui permette à François Hollande et au gouvernement français de conserver son pouvoir de négociation et finalement de maintenir des taux d'intérêt assez proches de ceux de l'Allemagne. Là, il y a un vrai enjeu et il me semble que c'est cet enjeu-là qui va être essentiel sur les premiers mois de 2013 en Europe, pas simplement en France, parce que la dynamique franco-allemande est essentielle pour les Européens. Voilà, ça c'est le point que je voulais évoquer. Et sur la thématique du LTRO, plusieurs choses. La première, 137,2 milliards ont été remboursés ou vont être remboursés sur 489. 200 et quelques banques sont intervenues, 248 de mémoire. Si je retrouve mes papiers, je ne le retrouve pas, mais ça doit être dans ces eaux-là. Peu importe, je l'ai sur un autre papier, je vais le dire quand même, parce que j'aime bien 278 banques, pardon, sont intervenues, probablement des banques du Nord, probablement des banques du Sud aussi, même si on voit bien que les problématiques étaient pesées très différemment. J'ai repris ce graphique de Citigroup. Vous voyez que dans les liquidités, c'est l'Allemagne et la France qui avaient le plus de ces liquidités, mais sur les opérations de LTRO, l'Espagne et l'Italie avaient un rôle tout à fait essentiel. Donc il y a probablement des banques allemandes, des banques françaises qui ont apporté des liquidités, qui veulent rembourser, mais probablement aussi des banques espagnoles et italiennes
qui sont intervenus pour rééquilibrer leur situation. Alors ça pose plusieurs problèmes, plusieurs questions. Si effectivement, de manière significative, ce que ne croit pas par exemple Fitch. Fitch pense que les banques périphériques sont intervenues de façon très marginale, mais on n'est pas sûr encore. Si les banques espagnoles et italiennes sont intervenues, il va falloir qu'elles trouvent des moyens de remboursement, il faut qu'elles trouvent des moyens de financement. Alors elles peuvent, pour rééquilibrer leurs fonds propres, ne plus faire de crédit, mais dans une économie qui va pas bien, je suis pas sûr que ce soit optimal. Elles peuvent aussi vendre des obligations d'État qu'elles ont en portefeuille, et avec le risque de faire monter les taux espagnols et italiens. D'ailleurs, vous remarquerez que ces taux ne baissent plus ni en Espagne ni en Italie. On va peut-être avoir quelque chose. Et là, je pense qu'on a un signal qui va être intéressant, qui est de dire, voilà, CLTRO plutôt, il y en a eu deux, puisque le deuxième va pouvoir commencer à être remboursé le 27 février prochain. CLTRO ont permis au système bancaire et financier de se stabiliser, c'était l'objectif. Maintenant, les banques peuvent commencer à rembourser, c'est-à-dire que leur situation est un peu meilleure, et cette situation un peu meilleure va permettre au système financier d'être un peu plus indépendant, même si ce n'est pas forcément le cas partout, mais être un peu plus indépendant des autorités. Et de ce fait-là, on va pouvoir passer à un ajustement davantage orienté sur les États et faire de telle sorte que la Banque Centrale Européenne joue le même rôle que la Fed aux États-Unis, qu'elle fasse jouer des opérations du type OMT sur l'Espagne et l'Italie. Je pense qu'on va basculer dans ce sens-là pour que, effectivement, après avoir stabilisé le système financier, eh bien, il y ait une stabilisation du système Excusez-moi. Après stabilisation du système financier bancaire, on ait une stabilisation du système financier et ça passe par la gestion de la dette. C'est, à mon sens, ce qu'on va observer. Le risque à court terme, c'est que ceci apparaisse un petit peu flou et que finalement le signal donné par la réduction du bilan, de la taille du bilan de la BCE, parce que c'est ça que ça va traduire, vienne en contradiction ou en opposition plutôt avec l'augmentation très significative des bilans dans des autres banques centrales, et que de ce fait-là, le signal, et comme la Banque Centrale Européenne n'est pas très active sur le plan des changes, eh bien qu'on se retrouve avec un euro un peu cher. Et c'est toute la problématique qui est posée aussi aujourd'hui sur l'environnement, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait si effectivement l'ensemble est très cher, si l'euro est très cher, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur la macro, sur la croissance, sur des pays comme l'Italie, comme la France, qui sont très sensibles aux données de prix. Donc là, il y a une question qui va être posée et qui doit inciter la Banque Centrale Européenne à être plus active sur ces questions. L'autre aspect qu'on doit avoir à l'esprit, c'est que probablement que la réduction des excès de liquidités, qui sont perçus comme étant de l'ordre de 600 milliards aujourd'hui, vont être réduites de probablement 200 milliards, et ça pourrait peut-être avoir quelques incidences sur le marché monétaire avec des taux un petit peu plus élevés, ce qui, pour les cycles monétaires, c'est une bonne nouvelle, mais ce que probablement ne souhaitera pas la Banque Centrale Européenne, et donc ça devrait inciter, si c'est effectivement le cas, la Banque Centrale Européenne à baisser ses taux pour compenser et faire de telle sorte que la situation se stabilise et reste sur des coûts d'emprunt à court terme qui soient très très faibles. Donc voilà, on est dans cette situation, on manque encore un petit peu de données pour y voir clair, mais voilà, c'est une opération qui devrait permettre un arbitrage. On sort du système bancaire financier, on va vers le système financier plus global, et avec la Banque centrale qui jouera le rôle de prêteur en dernier ressort, et ce qui nécessitera la demande d'aide de l'Espagne et de l'Italie. Mais je ne doute pas qu'ils la demandent, pour une raison simple,
C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, les données italiennes ou espagnoles, hein, soit sur les indicateurs de confiance, soit sur la production, sur le PIB. Ces données ne sont pas sont fragiles et les niveaux de taux espagnols ou italiens ne sont pas compatibles avec une reprise de l'activité. Déjà en France, avec 2%, un peu plus de 2% de taux d'intérêt, on ne reprend pas. Avec 5% en Espagne et 4% en Italie, la question est encore plus compliquée parce que vous êtes dans des économies clairement en récession et donc comment investir avec des taux d'intérêt élevés dans une économie qui se contracte. C'est un pari toujours audacieux et on conçoit bien que les chefs d'entreprise n'aient pas forcément envie de le prendre sur ces niveaux de taux. Des taux d'intérêt plus bas permettraient probablement de changer la donne. Voilà ce qu'on pouvait évoquer. Je ne sais pas s'il y a des questions. Gwenaëlle me dit qu'il y a des questions. Pardon ? Oui, probablement, mais c'est pour ça que la Banque centrale devra intervenir. Donc c'est un des points sur lequel on sera attentif, mais on ne peut pas exclure qu'à court terme, on ait des Euribor qui se tendent un petit peu. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets dans un coin de ma mémoire la question que posait Sébastien sur les exportations espagnoles, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle conférence call. Au revoir à tous.